Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour le dernier webinaire de l'année, on va parler de RevOps aujourd'hui, qui est un sujet effectivement qui commence à pas mal s'entendre dans l'univers des startups et notamment des ops en général, Sales Ops, Marketing Ops, et maintenant on parle de plus en plus de RevOps. Et c'était l'occasion pour nous, avec ce webinaire-là, qui nous avait été pas mal demandé par certains clients et puis aussi certains, des gens avec qui on a des conversations tous les jours, et notamment des clients HubSpot, qui maintenant est une solution qui s'est beaucoup développée en France en 2021 et qui poursuit le lancer assez tonitruante sur 2022 commercialement. De plus en plus de gens l'utilisent, de plus en plus d'entreprises de taille intermédiaire et de taille grande l'utilisent. Et aussi certaines personnes que nous rencontrons l'utilisent depuis plusieurs années et ont quelques frustrations, notamment sur ce qui se passe dedans. Et puis on s'est dit que ça serait l'occasion pour nous de proposer un webinaire sur le sujet de comment on réaligne aussi à un moment ces outils-là qui, avec le temps, ont certaines dérives. Et comment on réaligne finalement le fonctionnement, le paramétrage et toute la team autour de ça. Parce que quand c'est bien paramétré, c'est quand même une super machine de guerre. Et on s'est dit qu'on ferait un webinaire là-dessus parce que ça serait une bonne manière de finir l'année et puis d'enclencher sur tous les sujets de structuration, marketing et vente. Alors, Marketing, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous on existe depuis bientôt une petite dizaine d'années, une quarantaine de personnes qui travaillent chez nous, un peu plus de 300 clients accompagnés aujourd'hui sur tous ces sujets-là. Et puis on a une offre de service qui est assez large aujourd'hui, puisqu'avec notre approche rebelle, Resolve, Build, Execute, Learn, on va accompagner les clients dans des phases amont, donc de conseil, des phases plutôt de construction, intégration, donc tout le pilier build où on va mettre en place du CRM, mettre en place du marketing, mettre en place du service client, éventuellement même du web design qui va être en lien avec tout ça. Et de plus en plus, on va être sur des projets qui sont de moins en moins cloisonnés. C'est-à-dire, on ne fait pas le CRM d'un côté, le marketing de l'autre. On va être de plus en plus dans une vision convergence avec l'expérience client et la base de données au cœur de tout ça. On va en parler aujourd'hui. Et puis, on a un métier agence et enfin aussi un sujet de formation, le fait de rendre les gens autonomes. HubSpot, c'est des outils qui sont assez faciles à utiliser. Mais l'objectif pour nous étant de faire en sorte que tous les utilisateurs trouvent leur place dans l'outil, l'utilisent de manière uniforme et qu'on fasse en sorte que ça se passe bien. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de chance parce que je suis avec Christina sur ce webinaire. Tu veux dire un mot? Bonjour à tous, je m'appelle Christina, je suis Operation Manager chez Marketing. Ça fait plus de 2 ans et demi que je travaille au sein de l'agence et j'accompagne les consultants, les développeurs, les designers chez nous à travailler sur les projets de nos clients et de plus en plus des projets de revamp HubSpot en mode RevOps. Donc du coup, je suis très ravie de participer à ces discussions avec vous aujourd'hui. Et puis moi, Christian, ça fait une dizaine d'années que je travaille là-dessus. On était parmi les premiers à distribuer et à installer du HubSpot en France. C'était en 2014. HubSpot a beaucoup changé. À l'époque, c'était une petite solution de marketing inbound. C'est devenu une solution de marketing automation. C'est devenu un CRM et plein d'autres choses. Et donc, avec tout ça, on a eu l'occasion et la chance de traiter avec des clients de tout secteur d'activité sur plein de configurations différentes, plus ou moins matures, plus ou moins avancées dans le déroulement de leur business. Et ça nous a permis de consolider beaucoup d'expérience et puis de pouvoir aujourd'hui délivrer un certain nombre de choses très avancées à nos clients et d'être un peu à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui d'un point de vue structuration de la donnée au service du marketing et des ventes. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de RevOps, on va parler aussi de reparamétrage HubSpot. On se rend compte, nous, dans les conversations qu'on a avec nos clients, que beaucoup de boîtes ont acheté à un moment HubSpot sur le CRM, sur le marketing, parfois les deux. Et ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils l'utilisent. Et puis au bout d'un moment, il y a une petite frustration. Ça marche à peu près, mais typiquement, on a peut-être des sujets sur les rapports, on a des sujets sur l'ownership, on a des sujets sur le ciblage, on a des sujets sur la data qualité. On a plein de petites choses comme ça, c'est pas très clair et on ne sait pas trop finalement comment se remettre dans l'axe et surtout aussi comment bien aligner le marketing et les ventes. Alors nous, on a habitude de dire que c'est souvent un sujet people, process, technologie. Si on n'est que dans un écosystème HubSpot, généralement, la technologie, c'est pas trop le problème parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec HubSpot, mais c'est souvent un sujet de people et un sujet de process et c'est principalement ce dont on va parler aujourd'hui. Et on va avoir du coup 3 grandes parties autour de ça.
On va rappeler ce que c'est que le RevOps et en quoi c'est important et pourquoi c'est une vraie opportunité aujourd'hui et en quoi elle est aussi au cœur de la philo du produit de ce qu'HubSpot propose. Et puis, on va aussi vous donner des pistes, comment on se remet d'équerre. Et ce n'est pas si simple que ça, parce que oui, HubSpot, c'est facile à utiliser, de créer des propriétés, de créer des users, de créer un pipeline, de créer un rapport. Toutes les micro-actions, finalement, qui vont vivre dans l'outil sont indépendamment simples à réaliser. Mais finalement, la manière dont tout ça va s'articuler au global, ça crée une forme de complexité. Et d'autant plus quand on est dans une entreprise qui change, qui évolue, qui grandit, et comment l'outil va accompagner tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on va partager avec vous, et puis vous donner vraiment des bonnes pratiques et des pistes pour prendre ça dans le bon ordre et puis avancer. Alors pourquoi c'est important et quelles sont les opportunités qu'on peut avoir? Ce qui se passe souvent, et peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui sont dans cette situation-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre aussi dans le chat. On essaiera dans la mesure du possible de les traiter, ou sinon vous pouvez aussi ajouter Christina sur LinkedIn, m'ajouter sur LinkedIn, nous contacter directement après le webinaire, parce que c'est vrai que ces questions-là sont souvent très spécifiques par rapport à vous. Donc, ce qui se passe en fait quand on a HubSpot depuis quelques temps, et notamment si on est une startup ou une PME, c'est qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vraie vie d'entreprise. C'est-à-dire que vous allez potentiellement avoir des nouvelles offres, des nouveaux produits, des nouveaux services. Vous avez peut-être appris des choses aussi. Vous avez changé votre positionnement de marché, vos priorités. Vous avez des nouvelles cibles. Il y a des gens qui ont participé avec vous à la mise en place de cet outil-là en interne, qui ont fait office un petit peu d'administrateur de l'outil. Peut-être qu'ils sont partis entre-temps. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées avec un savoir-faire d'ailleurs sur HubSpot, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont faire en sorte que votre stratégie, votre positionnement et vos priorités vont évoluer. Et peut-être que votre outil, il évolue aussi à sa manière, mais peut-être pas en corrélation directe. Et ce qui fait qu'on a souvent un outil qui stagne ou qui est un peu finalement quelque chose qui va traîner en termes d'évolution par rapport à notre stratégie qui est très vivante et qui est très dynamique. Et comment ça se traduit dans l'outil? C'est que très souvent, quand on vient nous voir, moi j'ai HubSpot, on a compris HubSpot, on sait utiliser HubSpot, mais il y a un truc qui cloche et on ne sait pas trop comment s'en sortir. C'est que on a finalement généralement ça commence comme ça, c'est qu'il y a une adéquation entre l'outil et le besoin qui est un petit peu bancale, à savoir tiens, notre vrai cycle de vente, finalement, il a 5 étapes alors qu'on a 3 étapes dans le pipe. Ou alors, nous, on voit 5 grandes étapes et on a 10 étapes dans le pipe. Donc, à un moment, il y a un petit décalage entre ce qui devrait se passer dans la vraie vie et ce qui se passe aujourd'hui et ce que l'outil permet de faire. On a trop de propriétés sur les comptes, on a des propriétés dupliquées sur les comptes et les contacts, on a des propriétés qui ont l'air de vouloir dire la même chose, certaines sont remplies, certaines ne sont pas remplies. Donc, à un moment, le besoin au quotidien de l'équipe marketing, de l'équipe sales ou de l'équipe service client, il n'est pas très bien pris en charge par l'outil. La conséquence directe de ça, c'est qu'on l'utilise moins ou on l'utilise mal, donc l'adoption déraille. Si l'adoption déraille, la data quality se dégrade. D'ailleurs, vu que maintenant on ne sait plus quoi mettre, on met un peu n'importe quoi, ou on met au pif, ou on ne met pas parce que c'est contraignant. Donc la data quality plonge et du coup les rapports sont inexploitables parce que finalement à un moment, une opportunité ça ne veut plus rien dire, le forecast il n'est pas à jour, les dates ne sont pas à jour, les segments pareil ne sont pas pertinents non plus. Et donc, d'une manière générale, notre capacité en direction marketing, direction commerciale, direction générale à délivrer des initiatives de marketing, donc d'email, de séquences, de templates, etc., sales, d'aller cibler tel segment, d'aller les shooter, etc., avec un dispositif de relance commerciale, ou bien traiter effectivement nos clients existants, on ne peut plus le faire, on ne comprend pas ce qui se passe, et effectivement, c'est le début des problèmes. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre de plus en plus effectivement sur le terrain, pas par un problème d'HubSpot, pas par un problème de stratégie, mais très souvent parce qu'on a un problème d'adéquation et finalement de process qui va supporter en fait le paramétrage de l'outil et aussi supporter au quotidien les utilisateurs dans ce qu'ils doivent faire dans l'outil, et on en parlera aujourd'hui. De là, on introduit effectivement ces concepts de RevOps. Très souvent, en fait, dans les boîtes, et notamment les boîtes, qu'elles soient petites ou grandes, on a une organisation qui va être assez silotée.
Et on va retrouver finalement des services qui vivent en parallèle. Je pense au marketing, aux ventes et au service client. Le marketing, souvent, son boulot, c'est de faire de la com et de faire de la lead gen. C'est ce qu'on va lui demander. Les sales, on va leur demander effectivement d'être au quotidien avec les clients, les prospects, de les relancer, de leur envoyer des mails, de les appeler, de faire des rendez-vous et de faire du chiffre. Et les customer success ou les gens qui s'occupent du delivery, on va leur demander de résoudre des problèmes, résoudre des tickets et d'accompagner les clients. Donc, ces trois grands services, aujourd'hui, ils vivent souvent de manière séparée dans l'outil, potentiellement autour de la même base de données, mais avec des process qui leur sont propres, des équipes qui leur sont propres. Ce qu'on voit de plus en plus arriver dans les boîtes, c'est finalement des rôles d'ops, operations, qui vont être finalement aussi aujourd'hui au service de ces équipes-là. Un marketeur, ça fait du marketing, ça fait de la campagne. Un vendeur, ça fait du business, ça fait des appels, ça fait des rendez-vous, ça fait des deals. Et un customer success, ça gère des tickets, ça gère la satisfaction et ça coordonne en fait l'après-vente. Et ces rôles d'ops vont avoir le rôle de support, de créer du process marketing, de créer du process commercial et de créer du process évidemment de gestion des services clients, de créer du matériel, de créer des playbooks, de créer un certain nombre de choses qui vont être propres à chaque division. Et ça marchait assez bien d'avoir ça siloté quand on était dans une vision du marketing qui était de se dire on génère un lead, ensuite on lui parle, on essaie de lui vendre un truc et puis une fois qu'il a vendu un truc, on passe ça au service. Donc c'est finalement d'avoir une vision en ligne des opérations, donc du marketing, puis on passe au sales, puis derrière on passe au service client. Beaucoup de boîtes fonctionnent encore comme ça aujourd'hui, alors que dans la réalité, on est plutôt dans une vision finalement où les choses vont se superposer, où on a finalement le marketing qui travaille au début en awareness, qui va générer le lead. Et là, il y a une collaboration marketing-vente qui est importante. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas que le marketing qui bosse et puis la vente qui fait la suite. À un moment, il y a une vraie proximité qui doit être trouvée ici en termes de process, de fonctionnement, d'embasage et de gestion. Surtout si vous avez des cycles de vente B2B, comme c'est le cas de pas mal de clients HubSpot aussi, de comment on aligne finalement les ventes et le marketing sur un cycle de vente qui peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et comment on va leur envoyer des emails qui vont être contextualisés, les inviter à des événements qui vont être pertinents pour eux, des webinars. Donc à un moment, on a vraiment besoin d'avoir un alignement fort entre le marketing et les ventes, mais aussi ensuite dans la suite de la vie du client, un alignement fort entre le marketing, les ventes et le service. Donc il y en a finalement plutôt des fonctions qui vont venir travailler de manière plus en plus collaborative plutôt qu'un passage de relais. On va être sur quelque chose où on rajoute une personne autour de la table pour parler à la même personne. Et c'est vraiment comme ça qu'on va le faire. Et RevOps, en termes d'organisation, c'est de créer une fonction qui va nous permettre en fait de supporter cet aspect collaboratif du revenu, Revenue Operations, pour venir supporter les équipes marketing, les équipes vente et les équipes de service client. Et on voit ça de plus en plus maintenant. Donc du marketing qui market, des vendeurs qui vendent, des gens du service client qui vont accompagner les clients et quelques fonctions RevOps. Donc on avait, ça s'est vu à un moment, on avait des gens qui faisaient de la direction marketing-vente, Sales and Marketing Director, qui est en dessous de lui un directeur marketing et un directeur commercial. L'objectif de RevOps, c'est vraiment d'aller à fond la caisse dans cette direction-là et puis d'avoir des vraies fonctions dédiées aux process qui vont venir supporter en transverse les 3 autres métiers. Alors là, on voit plein de spécificités, plein de métiers qui ne sont peut-être pas présents dans votre entreprise. Mais posez-vous la question, si vous avez des marketeurs, des vendeurs et quelques personnes qui s'occupent des clients, peut-être de créer une fonction RevOps qui va être finalement de piloter le process, de piloter les outils, de piloter les assets et d'avoir un peu la main mise sur finalement l'expérience client et qu'est-ce que ça veut dire en termes de data et en termes de segmentation. On en reparlera. En tout cas, c'est les grands axes de ce qu'on essaie de porter en RevOps et on va se rendre compte qu'HubSpot est particulièrement bien sizé pour venir adresser ce type de sujet. Puisque finalement, aujourd'hui, quand on fait du service client, de la vente ou du marketing, l'objectif, c'est de graviter autour de la data, graviter autour d'un client. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de propriété de contact, de propriété de compte? Qu'est-ce qui existe en termes d'opportunités, opportunités gagnées, opportunités perdues, opportunités annulées. Et finalement, toutes ces fonctions-là vont graviter autour d'un référentiel commun qui est finalement le client ou le prospect. Et l'outil est vraiment optimisé comme ça. Si on pense à d'autres outils comme
typiquement du Salesforce, où c'est parfois des bases de données aussi séparées. Je prends Pardot, je prends Salesforce, potentiellement Service Cloud, etc., etc. Sur HubSpot, c'est vraiment le même dataset. Et typiquement, on peut aussi avoir des utilisateurs hybrides qui vont vraiment graviter autour de ces propriétés-là. Du coup, au bout de quelques mois, quelques années d'utilisation, on va se rendre compte dans son instance HubSpot il faut qu'on rajoute des nouveaux utilisateurs puisqu'on a onboardé des nouvelles personnes dans nos équipes. Il y a des gens qui sont partis forcément, il y a un churn naturel qui s'est produit, donc on n'a pas forcément désactivé les accès, ou si jamais on a désactivé les accès, on n'a pas forcément réattribué les données aux bons utilisateurs en interne. On va créer des nouvelles équipes, des nouveaux rôles, puisque les rôles vont évoluer dans cette logique-là de alignement et co-alignement des équipes autour de la base de données. Et puis, un utilisateur qui soit marketing, sales, account, service, au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il n'a pas forcément les bons accès ou il n'a pas forcément accès aux bonnes fonctionnalités. Et sur ses fiches contacts, ses fiches comptes, sur ses opportunités, il nous manque des infos, il a besoin de champs additionnels ou de segments, de segmenter la data dans le CRM de manière un petit peu différente. Il y a du coup des nouveaux besoins qui vont surgir. Il y a des gens qui vont avoir de plus en plus des accès super admin dans votre instance qui vont du coup créer pas mal de choses à la volée pour assouvir un besoin ponctuel. Et du coup, on va avoir de la donnée hétérogène, des cas d'usage hétérogènes et du coup, une adoption hétérogène de l'outil. Ouais, ça c'est vraiment la réalité, c'est qu'on se retrouve, vu qu'à un moment, on se rend compte sur le terrain et surtout dans les entreprises de taille petite à moyenne, que tiens, il y a un décalage entre l'outil et le besoin. On va dire, tiens, je te donne les accès, crée des propriétés, fais en sorte que ça fonctionne pour toi. Sauf que, on n'est pas garant que la personne le fasse bien, qu'elle n'a potentiellement pas non plus une vision d'ensemble de tout ce qui se passe. Il y a peut-être des automatismes en plus qui ont lieu, qui déclenchent des choses en termes de rapports, de data, de copie de propriété, etc. Donc finalement, des changements qui peuvent avoir beaucoup de conséquences si on rajoute une étape de pipe, si on crée un nouveau pipeline, etc., etc. Donc à un moment, le fait effectivement d'avoir beaucoup de super admin dans une instance, c'est généralement révélateur de tiens, on a bricolé effectivement au fil de l'eau pour assouvir des besoins immédiats, mais derrière, on compromet notre évolutivité, notre scalabilité, notre structure, et on va peut-être payer ça, et c'est ce que beaucoup de boîtes aujourd'hui finalement rencontrent, c'est qu'on paye ça effectivement sur le moyen terme avec un outil qui est plus complètement adapté. Ce qu'on voit en général, c'est forcément de plus en plus de contacts qui sont créés au fur et à mesure des différentes campagnes et différentes actions qui vont être menées. Du coup, de plus en plus de contacts existants et des nouveaux contacts qui vont être qualifiés. Mais en pratique, ça veut dire que y a pas mal de dupliqués, il y a pas mal de champs dupliqués. Du coup, il n'y a pas forcément les bons champs qui sont qualifiés par les bonnes équipes. Pour vous donner un exemple, il y a une équipe qui va utiliser plutôt les filtres sur les secteurs d'activité, et puis on va manquer d'un nouveau secteur d'activité qu'on souhaite développer en interne ou son entreprise. On va créer des champs à la volée, et puis au final, nos segments vont plus forcément dire grand-chose. Il y a des contacts qui ont opt-in à nos communications, il y a des contacts qui ont opt-in à certaines de nos communications, il y a des gens qui ont opt-out, et au final, on ne sait pas forcément est-ce que on cible les bonnes personnes, est-ce qu'on cible les bonnes personnes au bon moment, puisque la data qu'on va avoir dans le CRM ne va plus vouloir dire grand-chose, puisqu'on va avoir plein de choses, mais on n'est pas sûr que ce soit 100% qualitatif. Et c'est vraiment le cœur en fait du CRM, c'est d'avoir cette base de données qui est censée en théorie être de plus en plus qualitative, parce que plus on bosse, plus on fait du marketing, plus on fait des ventes, plus c'est censé être dans un cercle vertueux de data. Et effectivement, ce qui se passe avec ces problèmes de création de propriété, c'est qu'à un moment, on ne peut plus répondre à des questions simples. Qui est client, qui n'est pas client, parce que tiens, on n'a peut-être pas tous la même définition de ça. Il y en a parfois qui vont dire c'est une opportunité gagnée qui est rattachée au contact, ou c'est un statut, mais ça dépend des produits. Et puis il y a aussi l'historique qui n'est pas comme ça. Et le secteur d'activité, une fois, il faut regarder ce que le client a mis dans un formulaire de contact marketing. Parfois, c'est renseigné par le sales et c'est sous un autre format. Et en fait, on ne peut pas répondre à des questions simples de quel est le persona en question, est-ce qu'il est mature, est-ce qu'il n'est pas mature, est-ce qu'on lui a déjà parlé, est-ce qu'on ne lui a pas parlé, quel est son projet prioritaire. Toutes ces petites questions finalement basiques de segmentation aujourd'hui sont compromises parce qu'on a une modélisation de données
qui est bancal. Et finalement, tout le reste, j'ai envie de dire, c'est presque de la surface, hein, les assets marketing, donc il y a un moment qui attire pas mal d'attention, mais les landing pages, les emails, les scénarios, pareil pour la vente, pareil pour le service client, qui sont finalement des choses qui vont graviter autour de la data. On a beau être super bon sur nos landing pages, nos emails, etc. Si le cœur de la donnée, à un moment, est mal pensé, mal documenté, mal adopté, on va un peu brasser de l'air autour de tout ça. Et si on utilise aussi des mauvaises pratiques de nomenclature, de gestion, d'archivage, etc., on se retrouve avec un château de cartes parce qu'on a essayé des trucs, on a fait des scénarios, on a des arbres de Noël dans tous les sens qui se déclenchent avec des propriétés à gauche, à droite, etc., etc. Ce qui, au début, n'est pas problématique parce qu'à un moment, à ma première campagne, j'ai 10 façons de faire la même chose. Mais quand je commence à empiler une dizaine, vingtaine, trentaine de campagnes, c'est là où globalement, je paye en fait mes erreurs de paramétrage et mes erreurs de segmentation et mes problèmes d'adoption. Donc, c'est généralement là qu'on intervient. Au final, des données dans tous les sens, des assets dans tous les sens et beaucoup d'utilisateurs au fil des mois, au fil des années, ça fait un peu de la donnée fouillée un peu partout. On a du mal à y voir clair. Parfois, on peut se tirer les cheveux en se demandant, mais en fait, quel asset je dois utiliser? Est-ce que dans mon formulaire, je fais appel au bon champ, etc., etc. Donc, c'est un peu le fouillis de partout. Donc, il faut faire un reparamétrage de votre instance HubSpot pour aller sur de la donnée claire, sur des process clairs et simplifier pour que tout le monde puisse réaliser ces différents cas métiers en simplicité dans l'outil. Et ce qui est très aussi difficile dans ces projets-là, c'est qu'on est sur un sujet d'alignement d'équipe, en fait. Hein. Vous n'avez pas un super-héros qui va avoir la solution pour faire en sorte que tout va fonctionner. C'est vraiment demain, il y a effectivement à un moment une compréhension, centralisation du besoin et un alignement effectivement technique de l'outil. Et puis derrière, au quotidien, c'est chaque user qui va être responsable à un moment de la data qualité ou du fait que les assets soient bien rangés, etc., etc. Et à un moment, ces projets qui sont collaboratifs, ça demande beaucoup de process pour qu'ils fonctionnent bien. Et on ne peut pas effectivement avoir à un moment un super RevOps manager qui tout seul va aller en croisade et va faire en sorte que ça va bien se passer. C'est vraiment un projet d'entreprise et c'est aussi ça qui en fait quelque chose de difficile, mais ô combien intéressant et efficace pour votre business. Par contre, ce que le RevOps Manager va pouvoir faire en collaboration avec les différentes équipes qui vont utiliser justement cet outil au quotidien, c'est refaire le paramétrage en suivant un certain nombre d'étapes. Donc, on va essayer de vous embarquer aujourd'hui sur une méthodologie pour vous assurer qu'in fine, tout le travail que vous allez accomplir au cours des prochaines semaines soit positif et que les résultats soient satisfaisants et puissent convenir aux équipes aujourd'hui et assouvir les différentes campagnes et les différentes choses que vous allez faire dans le CRM. OK. Comment on fait tout ça? Alors, la première chose à faire, c'est cadrer les besoins. Forcément, tout le monde a des besoins différents d'un point de vue métier, d'un point de vue business, mais les équipes vont être alignées sur des besoins business de l'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de réunir autour de la table les différentes personnes impliquées dans l'utilisation d'HubSpot chez vous en interne et d'identifier pour chaque typologie d'utilisateur et chaque rôle les différents objectifs métiers qui vont assouvir grâce à ces outils-là. Quels KPI ils vont suivre et essayer d'identifier par rapport aux différents rôles que j'ai en interne et leurs responsabilités de chacun, quels vont être les cas d'usage que je vais devoir déployer grâce notamment à HubSpot en interne. Donc, par exemple, je suis quelqu'un du marketing digital. J'ai pour objectif de remplir le pipe des commerciaux avec des leads qualifiés. Quelles vont être les différentes campagnes que je vais devoir déployer en collaboration avec qui en interne? Et surtout, quelles vont être les fonctionnalités que je vais utiliser, les données que je vais chercher à qualifier et d'où proviennent ces données-là? Est-ce que je les ai aujourd'hui ou non dans l'outil? Et c'est là où c'est un travail qui est souvent sous-estimé et qui a l'air un peu simple parce qu'on se dit non, mais c'est pas compliqué chez nous. On a les BDR, ils traitent les leads entrants. Et on a les account execs qui s'occupent des opportunités. Et puis derrière, le service client s'occupe des clients. C'est basique, on n'est pas spécial, c'est hyper simple. Sauf qu'en fait, derrière chacun de ces espèces de cas, en fait, de fiches de poste un peu macro qui est traité du lead entrant, il y a plein de process dedans ou d'actions à être faites pour finalement que la data soit efficace. C'est qu'à un moment,
bah tiens, on va avoir des leads qui vont venir du marketing, on a des leads qui sont prospectés, c'est pas la même chose à un moment. Donc en termes de data, ils vont être inputés dans l'outil de manière différente. Ils vont avoir des statuts différents, potentiellement une modélisation de sources différentes, des automatismes qui vont aller avec. Donc à un moment, le fait de décrire ces besoins et à un moment de bien mapper les flux de données et qu'est-ce qui, dans le cadre de l'activité d'un BDR, d'un account exec, d'un pre-sales, d'un implementation specialist, d'un CSM, etc., plus de leur manager, qui fait quoi, mais de manière assez détaillée, et quel à un moment va être l'impact que ça va avoir dans l'outil. Donc typiquement, si je prends du statut de traitement, ça va avoir un impact sur un moment, ce qu'on appelle du lead status, du life cycle stage, on l'a appelé, mais il n'était pas prêt. Comment derrière on doit renseigner ça dans l'outil? Qu'est-ce que va faire le user? Qu'est-ce qui va être automatique? Donc à un moment d'avoir une vision très, je vais dire, fonctionnelle de ces use cases par source, par poste, par type de rôle, etc. Ça va nous mettre dans une position où on comprend clairement ce qui se passe. Et on ne va pas oublier, oui, mais c'est vrai qu'on achète aussi des leads, oui, mais c'est vrai qu'on fait des salons, oui, mais c'est vrai que tiens, on a aussi un partenaire qui injecte automatiquement des contacts dans notre CRM. Le fait d'encadrer en fait chacun de ces micro-cas par un process, et en fait un process people et un process data, ça va nous permettre en fait de penser à tout ça. Et à un moment, quand on va vouloir sortir demain un jour un rapport qui dit, bah tiens, d'où vient notre business, qui bosse, qui fait quoi, on est en position de le faire. Donc c'est un petit peu lourdingue, il faut se pencher sur ce travail-là. Ça a l'air facile, mais en fait c'est quand même assez exigeant et ça demande beaucoup de précision parce qu'à la fin des fins, c'est dans les détails en fait qu'on va être capable d'améliorer en continu notre dispositif. Souvent, à cette étape-là aussi, lorsqu'on fait l'exercice et qu'on discute des différents cas d'usage, on se rend compte de nouvelles opportunités assez rapides à déployer au sein de l'entreprise, mais qu'on ne peut pas aujourd'hui parce qu'on manque de données. Par exemple, lorsqu'on transmet les leads aux commerciaux et qu'ils les qualifient et que finalement le lead soit est abandonné, soit le besoin ou le projet est remis à plus tard, bah parfois les équipes opérationnelles n'ont pas assez de données pour savoir comment réactiver ces leads-là. Donc, il suffit de peut-être qualifier un champ supplémentaire ou automatiquement essayer de récupérer la donnée d'un champ et l'envoyer dans un autre champ et inscrire ce contact-là dans une liste marketing pour pouvoir derrière déployer des nouveaux cas d'usage et des nouvelles actions qui vont avoir un résultat positif sur votre business. Et on le verra à la fin de la méthode. L'objectif, c'est qu'à la fin de tout ça, ces besoins-là, c'est pas pour juste se faire plaisir, effectivement, à les documenter. Ça va avoir des conséquences sur le paramétrage et ça va avoir des conséquences sur la formation des équipes. Et la formation des équipes qui utilisent déjà le CRM, c'est effectivement, on n'a pas besoin de les former à utiliser HubSpot, ils savent faire. On a besoin de les former à utiliser le process de quand tu prospectes sur LinkedIn, c'est comme ça. Quand tu prospectes en lead inbound, c'est comme ça. Selon les différents cas de figure de ce qui peut se produire dans ta discussion, voilà comment tu l'embases. Et derrière, quand on appellera ces segments, quand on appellera ces rapports, bah, ça aura de l'allure et ça aura la même allure, quelle que soit la personne qui va effectivement réaliser l'action au sein de la même fonction. Idéalement, il faut le faire pour pas que ce soit une machine de guerre. L'objectif, c'est que l'outil in fine soit paramétré pour que ce soit très facile d'utilisation pour chaque utilisateur et qu'il soit là pour nous faire gagner du temps et pour qu'on soit proactif et efficace plutôt que nous faire perdre du temps à devoir alimenter un certain nombre de champs que nous, on pense inutiles. Et c'est pour ça que cette partie d'audit de votre instance HubSpot aujourd'hui, donc audit de l'existant, est hyper importante avant de comprendre comment faire mieux, comment faire différemment et comment optimiser. Il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans votre instance. Donc, il va falloir auditer à peu près tout ce qu'on peut paramétrer, c'est-à-dire le paramétrage global. Donc, est-ce que le branding est bien mis, puisque potentiellement, vous pouvez avoir des petits changements de branding ou autres. Si je pense notamment à la partie CRM, est-ce que si jamais on travaille sur différentes monnaies, est-ce que toutes les monnaies sont bien configurées? Est-ce que d'un point de vue marketing, est-ce que tout mon tracking remonte bien dans HubSpot? Est-ce que j'ai tous mes ressources digitales qui sont traquées et qui remontent dans la partie analytics? On va aussi couvrir la gouvernance, les utilisateurs, les rôles, les équipes, mon paramétrage RGPD. Dans le CRM, on va aller assez en détail sur quels sont les objets utilisés, quelles sont les relations entre les objets, est-ce que j'ai des objets custom ou pas, est-ce que je dois avoir des objets custom. Donc tout ça, en fait, ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses
est-ce que mes produits sont utilisés? Est-ce que mes pipes sont bien utilisés? Est-ce que j'ai potentiellement des choses qui ont été abandonnées en cours de route, en cours d'année? On va répertorier toutes les propriétés par type, par nombre. On va regarder combien de contacts, combien de sociétés sont qualifiées avec ces champs-là. Est-ce que les listes sont utilisées? Parce que potentiellement, au fur et à mesure qu'on utilise HubSpot, les listes sont partagées, donc on va en créer plein, on va oublier d'en fermer ou d'en supprimer certaines. Les listes vont aussi être utilisées dans les rapports, dans les workflows. Donc, on va regarder tout ce qui se passe. Et puis, ce qui est hyper important, c'est de tout documenter, de créer des listings avec tous ces éléments-là, de les qualifier par type, par nombre, par objet concerné et de mettre le lien sur ces éléments-là. Puisque demain, si on va avoir besoin de les supprimer, de les modifier ou d'en créer des nouveaux qui font appel à certains de ces éléments-là, il faut qu'on sache où la donnée se trouve. Et il y a un principe ici que moi j'aime bien rappeler, c'est idéalement c'est d'avoir le minimum de choses. En fait, un bon paramétrage, c'est un paramétrage, on a le minimum de choses, mais on a tout ce qu'il faut. Parce que chaque truc que vous allez avoir en fait qui sera pas utile va créer du problème. La propriété de trop qu'on utilise une fois sur deux, elle sert à rien. L'étape de pipe qui finalement ressemble à celle d'avant et à peu près pareil que celle d'après, elle sert à rien, etc., etc. En fait, on doit avoir à un moment chaque chose a un usage. Hein. C'est use it or lose it, hein, parce que typiquement, on a besoin à un moment que les choses veulent dire quelque chose. Et typiquement, dès qu'on a des trucs qui sont pas clairs, il y a une dérive de data, il y a une dérive d'usage. Donc à un moment, finalement, le bon paramétrage HubSpot, c'est le paramétrage où on a tout ce qu'il faut, mais on n'a rien d'autre on n'a rien qui dépasse, en fait. Et c'est finalement aussi à un moment cette rationalisation-là qui est cet effort au regard du besoin, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il ne faut pas avoir peur de virer un maximum de choses au final, parce que tout ce qui n'est pas nécessaire est généralement contre-productif et inutile. Voici un peu à quoi ça peut ressembler à Nodi. Donc, c'est un gros fichier Excel avec plein d'onglets là sur la gauche où en fait vous allez détailler par groupement d'éléments. Donc, pour la partie CRM, pour la partie marketing, pour la partie sales, pour la partie service, tous les éléments qui ont été configurés et les qualifier au fur et à mesure. Et vous allez forcément, au fur et à mesure que vous faites l'audit, vous allez avoir des constatations, des observations et potentiellement des recommandations à faire. Donc, c'est hyper important de prendre note de tout ça et derrière de faire un bilan, faire un récap et voir comment ça peut être mis en place au profit justement simplifier le paramétrage de mon instance pour correspondre aux besoins réels de mes utilisateurs. Et donc là, on fait le remodèle de données, qui finalement, effectivement, est vraiment le cœur du moteur, hein, qui est de vraiment gérer, on appelle ça de nouveau data model parfois. Hein. Donc, c'est la modélisation de la donnée, les propriétés, les variables de champ, gérer vraiment tous ces sujets-là, effectivement, et de documenter le fonctionnement cible. Parce que c'est là qu'on va se rendre compte effectivement de ce schéma cible. Et aussi, on va être capable ici, au regard des besoins, au regard de l'audit, de créer des tables de correspondance, parce qu'on va certainement devoir, à un moment, si on passe d'un pipe à 3 ou l'inverse, il y a un moment des traductions qui doivent se faire. On peut les faire en extérieur avec de l'Excel. On avait fait un webinaire là-dessus avec Florine qui est disponible aussi sur la notion de data qualité, d'import de fichiers, etc. Il y a plein d'insights aussi là-bas sur comment effectivement à un moment on manipule de la donnée, on enrichit de la donnée, etc., etc. Donc tout ça effectivement va être un moment, c'est un travail qui est assez rigoureux et où on va à un moment supprimer les à peu près pour faire en sorte qu'on ait à un moment toutes les propriétés dont on a besoin, pas trop de propriétés, et que la data qu'on a historique retrouve son chemin dans ces nouveaux process qui sont plus en ligne avec ce que vous avez besoin de faire, et des process qui vont être solides, documentés et adoptés par tous. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de prendre en compte les différentes intégrations, les différents outils que vous avez synchronisés aujourd'hui à vos instances ou que vous planifiez de synchroniser. Parce que ces outils-là, s'ils sont synchronisés à HubSpot, ça veut dire qu'il va y avoir un flux, un échange de données dans un sens, dans l'autre ou dans les deux sens. Et que forcément, il va falloir mapper des choses. Il va falloir décider qui prend la main sur tout. Ouais, et c'est aussi là qu'on se rend compte que souvent, il y a des problèmes à ça, parce qu'en fait, beaucoup d'intégrations avec HubSpot sont faciles, techniquement parlant. Hein, c'est 3 clics, tiens, on peut le faire avec Zapier, et machin. Mais en fait, et souvent, le fait que ce soit facile techniquement, à un moment, ça va...
on va un peu squeezer le process. C'est-à-dire, ah bah tiens, il suffit de connecter, ça apparaît, c'est cool, ça évite de ressaisir. Mais on commence à le faire une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis avec tel outil. Puis une fois, c'est dans l'autre sens aussi. Et puis une fois, c'est quelqu'un qui l'a mis en place tout seul, dans son coin, et qui s'est barré. Et donc, il y a plein de cas de figure, en fait, comme ça, qui font qu'on a des problèmes de modélisation de données. Et après, ça va être payé dans les reports, ça va être payé dans la segmentation. Et le jour où on se dit, bon, bah tiens, qui sont clients, qui sont pas clients, parce que tiens, c'est une fin d'année, c'est Noël, il nous faut la liste des clients. C'est un truc qu'on est censé pouvoir y répondre assez rapidement. Et si on n'est pas capable de le faire, typiquement, c'est un problème. Donc, et celui-là, j'ai envie de dire, il est encore très basique, mais si on veut aller vraiment plus loin sur qui était traité, pas traité, etc., on a envie de se mettre dans une position où ça, c'est possible. Et du coup, on va faire une comparaison entre les résultats de l'audit, ce que nous, on doit mettre en place, et du coup, quel correctif on va devoir apporter. Qu'est-ce qu'on va devoir supprimer? Qu'est-ce qu'on va devoir... avant de supprimer, on va devoir forcément peut-être transformer la donnée et mapper ça sur des nouveaux champs, sur des nouveaux assets. Donc, on va écrire un plan de déploiement des correctifs et tâche par tâche et groupement d'assets par groupement d'assets, on va identifier à quoi ça correspond, qui est en charge et quel correctif doit être mis en place pour derrière arriver au résultat final attendu. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais c'est un fichier en fait d'actions, ce qu'on appelle un backlog. Enfin, c'est de créer finalement un listing de toutes les actions et aussi un séquençage des actions. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire les actions dans n'importe quel ordre, encore une fois. Ça demande un moment, si vous avez des workflows, ça vient après les propriétés, etc., etc. Donc, il y a toute aussi une hiérarchie en fait fonctionnelle entre les sujets qu'on va devoir traiter pour qu'on arrive à un moment sur un outil qui va bien fonctionner. Ce qui n'est pas évident quand on est sur aussi un outil en prod, qui est utilisé au quotidien par les équipes. Donc, à un moment, ça se planifie aussi. Ça arrive qu'on utilise des sandbox aussi pour faire un certain nombre de choses, etc., etc. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte, surtout si on a beaucoup d'users, pour faire en sorte qu'on puisse repartir dans la bonne direction. Et puis après, du coup, il faut bosser. C'est-à-dire que là, ça peut prendre 24 heures, comme ça peut prendre parfois quelques semaines, en fonction du legacy, en fonction des problèmes de data qu'on a eu, pour faire en sorte que tous les correctifs fonctionnent et que quand on se log en tant qu'un BDR, un AE, ou etc., on retrouve tous nos petits, les rapports sont bons, l'ownership est bon, la data est à la bonne personne, les rapports commencent à vouloir dire quelque chose parce qu'on a remis la data au bon endroit. Et là, on commence à être dans une position où on peut voir et agir. Donc, typiquement, c'est exactement ce qu'on avait voulu faire. Et puis la dernière étape, qui est, je pense, presque une des plus critiques, parce que si on s'arrête là, finalement, dans 3 mois, c'est la même. On a envie aussi que tout ce système-là vive efficacement dans le temps, et c'est là où l'importance de la formation va être importante. Petite pensée pour Caro aussi, avec qui on avait fait un webinar sur effectivement le webinar de formation, comment on forme ses équipes, comment on fait un plan de formation, qu'est-ce qui est important dans ces sujets-là, et il y a aussi une vraie notion de conduite du changement effectivement qui va être importante. Très rapidement, ce qui va se passer sur la partie formation, c'est qu'il faut effectivement impliquer les équipes dans le cadrage, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt ici, et puis les managers vont aussi être super moteurs de ça, c'est-à-dire qu'ils doivent comprendre en quoi la data quality c'est important, pourquoi le CRM c'est stratégique, et ils doivent incarner ça pendant la formation, on doit contextualiser la formation, on doit les mettre devant un outil qui est prêt à être utilisé avec leur data qui est chargée, qui est attribuée, des process qui sont clairs, où en fait on va leur expliquer effectivement, tiens, voilà tes différents cas d'usage, comment tu vas les retranscrire au quotidien dans l'outil. Si tu prospectes, voilà ce que tu fais. Il ne faut pas avoir peur d'être, je pense, trop précis parce qu'en fait, c'est un métier de précision. Comment tu vas gérer effectivement des leads entrants de manière précise, etc., etc. La formation est hyper importante. Je pense que c'est un sujet à part entière. C'est pour ça qu'on a fait un webinaire là-dessus. Mais comment, en fait, à un moment, on s'assure, parce que la donnée et le paramétrage, etc., est directement issu de ce que les users vont faire au quotidien. Donc, s'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui décodent, typiquement, on va vite avoir des problèmes effectivement de data et de cadrage. Et en fait, tout ce qu'on aura fait là, dans 3 mois, on est bon pour le refaire. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis derrière, qui est impliqué en interne, ça, c'est vraiment une vision projet. On va aller assez rapidement effectivement là-dessus, mais c'est pour vous donner de manière macro les grandes étapes. Donc, on a cette phase de recueil, cadrage des besoins avec quelques ateliers.
on va impliquer très largement les équipes de direction, les équipes de marketing et globalement toutes les parties prenantes sur aujourd'hui, j'ai envie de dire, une expression de besoin. Une expression de besoin et de revoir ça à quel point aujourd'hui l'outil répond pas et comment on doit le mettre en place. Donc ça nous emmène, ça dépend à quel point le pain est documenté, mais on peut faire ça en une semaine comme on peut faire ça en un mois. Ça va vraiment dépendre de la maturité, de la taille aussi, tout simplement de l'organisation. On va avoir ensuite cette fameuse audit de l'existant qui peut prendre quelques jours ou encore une fois quelques semaines en fonction de là où on en est. On va avoir aussi la création des nouvelles specs et le regard aussi de l'audit en parallèle, en miroir de l'existant. Donc le nouveau modèle de données, le plan de déploiement, les guidelines d'utilisation aussi qu'on va utiliser pour faire vivre ce système-là, où on va finalement vraiment impliquer les têtes de pont et aussi certains users de manière assez fine. Là, il faut être assez précis dans ce travail-là parce que c'est vraiment une notion de conduite du changement et de vraiment impliquer les bonnes personnes. Et puis, à un moment, il faut faire ce revamp, de migrer la donnée, de reformater la donnée, de réattribuer la donnée et de supprimer des trucs, parce qu'à un moment, on a potentiellement aussi beaucoup de choses qui sont à un moment... ça sert à rien d'avoir 10 000 contacts si vous en avez que 500, 600 effectivement qui sont utiles. Donc, à un moment, mieux voir une base de 500, 600 où on sait ce qui se passe qu'une base de 25 000. Alors, ça nous rassure d'avoir 25 000 contacts quand on veut envoyer des mails. Mais à un moment, si personne ne les ouvre, si personne ne réagit, si personne n'engage et si personne n'est qualifié, à un moment, il faut aussi se poser ces questions-là de comment, à un moment, on réaligne le modèle de données et puis surtout les databases. Et puis après, sécuriser l'adoption. Ça, c'est effectivement des sujets sur lesquels on accompagne des clients au quotidien post-implay, parce qu'on a beau faire le bon cadrage, on a beau effectivement à un moment former les users, insérer la donnée, etc. Il n'y a rien qui est gagné parce qu'à un moment, l'adoption, c'est un travail de tous les jours. Et c'est là où aussi les RevOps peuvent avoir vraiment un rôle important, c'est de sortir des rapports régulièrement sur le niveau d'adoption, sur la donnée qui est renseignée, d'être disponible effectivement auprès des équipes, de recueillir aussi le besoin au fil de l'eau pour pouvoir faire des ajustements et pas donner la main à tout le monde pour faire lui-même ses ajustements en mode pirate. On a besoin effectivement d'un process et de sécuriser cette adoption-là. Et en fait, souvent les boîtes qui veulent faire plus de business se disent je vais recruter 3-4 sales. Mais à un moment, si j'ai déjà une dizaine de sales, peut-être que au lieu d'avoir 3-4 sales supplémentaires, d'avoir quelqu'un qui pilote la data, le RevOps, le process, les rapports, ça va être d'autant plus contributif pour un moment le succès commercial et marketing de l'entreprise. Donc nous, on pousse beaucoup pour ça, le process et l'outil au support des équipes, parce que sinon, effectivement, on est dans un outil qui ne supporte pas vraiment cet effort et qui malheureusement ne remplit pas complètement son job, alors que techniquement, on a tout à portée de main pour que ça puisse le faire. Et du coup, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est embarquer les utilisateurs clés dans cette réflexion-là et dans le cadrage. Ne pas oublier votre équipe ici, puisque du coup, vous touchez à quelque chose qui est en cours d'être utilisé, potentiellement synchronisé à plein d'autres choses. Donc, les impliquer au bon moment sur les bons topics pour voir potentiellement si vous changez certains paramétrages, quelles répercussions ça peut avoir. Conduire des ateliers en interne avec les différentes parties prenantes pour vous assurer de bien comprendre et d'identifier tous les cas d'usage clés. Tout documenter, tout écrire pour retrouver rapidement et facilement les différents éléments que vous allez configurer et que vous allez changer. Vous mettre d'accord en interne tous ensemble sur un plan de déploiement clair et puis responsabiliser aussi les différents utilisateurs. Vous n'allez pas tout faire vous-même. C'est impossible aussi que certaines personnes du marketing puissent eux-mêmes aller faire certains changements sur leurs assets, pareil sur les utilisateurs sales. Et puis au final, ce qui est le plus important, c'est se former les utilisateurs. Enfin, on l'a dit, on l'a redit. Les accompagner dans la prise en main justement de ces nouveaux changements. Ça peut être fait de plein de manières différentes. Ça peut être fait par une session de formation, par des mini-sessions, par la mise en place d'une hotline en interne ou d'un canal Slack où on va répondre aux besoins. C'est là aussi où l'intérêt d'avoir une fonction dédiée en fait sur cette partie data, système, etc. Elle est importante parce que ce qui s'est passé souvent, c'est que le CRM a été un peu porté par le marketing parce que les vendeurs sont trop occupés, ils vendent. Et le problème, c'est que la légitimité potentiellement du marketing à un moment pour porter en interne
politiquement parlant, processement parlant, hiérarchiquement parlant, à un moment, les sales ne sont pas non plus hyper proactifs pour aider le marketing à un moment à faire ce job, à mettre en place le CRM, ou alors ils le font de manière un peu superficielle. C'est pas le job techniquement du marketing de porter un projet CRM, de la même manière que c'est pas forcément le job d'une équipe commerciale. Dans les faits, c'est souvent eux qui sont impliqués. Mais à un moment, on a aussi besoin d'avoir quelqu'un, soit un RevOps, soit un Ops, soit un partenaire externe, qui à un moment own ce sujet-là, pas parce que c'est compliqué techniquement, que ça demande du dev dans tous les sens, mais parce que c'est un process qui à un moment doit être owné par quelqu'un et qui doit être à jour, et à un moment il doit y avoir une gouvernance autour de ça, parce que sinon on retourne dans une dérive et on ne veut pas que ça se produise, et à un moment ça demande quand même ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de boulot. Et par contre, effectivement, ce qu'on en retire derrière en termes d'insight, en termes de data qualité, en termes de perf, de productivité, de suivi et de capacité à scaler, c'est majeur. Donc, typiquement, on a besoin effectivement de respecter toutes ces steps-là. Et une fois que tout effectivement est à nouveau dans l'axe, qu'on a formé les users, il ne faut jamais lâcher. Et il ne faut surtout pas bâcler la formation, parce que c'est aussi là que vraiment, et on le voit souvent, on fait les cadrages, on réimplémente, et à un moment, faut être présent, il faut faire de la vraie formation, il faut faire des documents, il faut faire des user guides, il faut regarder que c'est appliqué, il faut qu'on ait des rituels aussi autour de cet outil-là. C'est une fois par semaine avec le sales, on regarde les rapports, c'est pas dans les rapports, ça n'existe pas. Et c'est un moment, c'est toute une culture de la data qui fait en sorte qu'on a un outil et qu'on en tire le maximum. Donc HubSpot, c'est super cher si on l'utilise mal. Et HubSpot, c'est vachement efficace et vachement intéressant, et c'est game changer si à un moment c'est bien paramétré et bien adopté. Et c'est là où il faut un peu choisir sa philo de comment on utilise cet outil-là pour en tirer le maximum. On a des contenus à vous partager qui vont vous intéresser dans cette même thématique. Du coup, on parlait du webinaire avec Florine sur comment bien migrer vos données, bien faire du data clean dans votre instance. Florine et Christian vous partagent pas mal de conseils là-dessus, et je pense que ça peut être hyper intéressant si vous vous lancez dans le revamp de votre HubSpot. Et bien sûr, le webinaire avec Caro et Christian sur comment bien assurer un plan de formation en interne, comment bien embarquer mes utilisateurs et les encourager pour sécuriser une adoption de tout ça. Voilà, on arrive au terme, on a un petit peu dépassé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas soit à les poser maintenant, soit du coup à nous les envoyer. Nous les envoyer par mail, nous les envoyer sur LinkedIn, on est toujours dispo. Donc voilà, ça sera avec un plaisir. On y répondra avec plaisir. Voilà, je crois qu'on a fait quasiment 3 quarts d'heure sur le sujet, et pourtant je pense qu'on n'a pas traîné. Ouais. Il y avait beaucoup de choses à dire. On a essayé d'être le plus synthétique possible malgré les ramifications de ce sujet-là qui est sans fin. On en reparlera beaucoup en 2022. RevOps, c'est pas que du marketing, hein. C'est une termino qui est hyper importante, hyper majeure. Donc, merci d'avoir été là. Vous étiez assez nombreux. Ça fait plaisir de vous avoir. On va se retrouver en 2022. C'est drôle de le dire, hein. 2022, ça arrive vite. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, sur la partie, si vous avez des questions, etc., comme le disait Christina, hein, LinkedIn, par email ou via notre site internet, on sera là pour y répondre. Ça marche. Bon, je vous souhaite un bon appétit, et on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.